Chapitre 8 Suite. Ici, cria-t-il, et les larmes lui montèrent aux yeux. Mon Dieu, quel enfant, dit madame Empara, et il releva le mot avec une gravité de boy scout. C'est possible, maman. Je voudrais justement prendre un peu conscience de ce que je dois faire, sortir de cette enfance. Par où? Par un divorce? C'est une porte qui fait du bruit. Mais qui donne de l'air, osa-t-il répliquer vertement. Est-ce qu'une séparation temporaire, un régime de repos ou de voyage ne donnerait pas d'aussi bons résultats? Il leva des bras indignés. Mais, ma pauvre maman, vous ne savez pas. Vous êtes à 100 lieues d'imaginer. Il allait tout dire, raconter l'attentat. Eh bien, laisse-moi à 100 lieues. Ces choses-là ne me concernent pas. Et un peu de réserve, voyons, dit précipitamment madame d'Empara. Et Alain profita de sa pudique erreur. Maintenant, maman, il y a encore le côté embêtant. Je veux dire le point de vue famille, qui se confond avec le point de vue commercial. Du point de vue mère, mon divorce serait sans excuse, quelle que soit la part de responsabilité de Camille, une mariée de 3 mois et demi. J'entends d'ici. Où prends-tu donc que ce soit un point de vue commercial? Vous n'avez pas de firme commune, toi et la petite Malmère. Un couple n'est pas une paire d'associés. Je sais bien, maman. Mais enfin, si les choses prennent la tournure que j'envisage, c'est une période odieuse que celle des formalités, des entrevues, des... Ce n'est jamais si simple qu'on le dit, un divorce. Elle écoutait son fils avec douceur, sachant que certaines causes fructifient en effets imprévus, et qu'un homme est obligé, au long de sa vie, de naître plusieurs fois, sans autre secours que le hasard, les contusions, les erreurs. Ce n'est jamais simple de quitter ce qu'on a voulu s'attacher, dit madame d'Empara. Elle n'est pas si mauvaise, cette petite Malmère. Un peu grosse, un peu sans manières, non, pas si mauvaise. Du moins, c'est ma manière de voir. Je ne te l'impose pas. Nous avons le temps d'y réfléchir. J'ai pris ce soin, dit Alain avec une politesse revêche, et bien que je préfère, pour l'instant, garder pour moi certaines histoires. Son visage s'éclaira soudain d'un rire, d'une enfance retrouvée. Dressé sur ses pattes de derrière, ça, la patte en cuillère, au fond d'un arrosoir plein, pêchait des fourmis noyées. Regardez-la, maman. N'est-elle pas un miracle de chatte? Oui, soupira madame Empara, c'est ta chimère. Il était toujours étonné quand sa mère usait d'un mot rare. Il salua celui-ci d'un baiser appuyé sur une main tôt vieillie, à grosses veines, tavelées de ces lunules brunes que Juliette la Basquaise nommait lugubrement des taches de terre. Au coup de timbre qui résonna à la grille, il se redressa. Cache-toi, dit madame Empara, nous sommes sur le passage des fournisseurs. Va t'habiller. Vois-tu que le petit du boucher te surprenne accoutré comme tu l'es. Mais ils savaient tous deux que le petit du boucher ne sonnait pas à la grille des visiteurs. Et déjà madame Empara tournait le dos, se hâtait de gravir le perron en relevant à deux mains son peignoir. Derrière les fusains taillés, Alain vit passer, courant, la Basquaise en déroute, son tablier de soie noire au vent, et un glissement de pantoufles sur le gravier dénonça la fuite du vieil Émile. Alain lui coupa la route. Vous avez ouvert au moins? Oui, monsieur Alain, la jeune dame est après sa voiture. Il leva vers le ciel un œil terrifié, remonta ses épaules comme sous la grêle et disparut. Pour une panique, c'est une panique. J'aurais bien voulu m'habiller. Tiens, elle a un tailleur neuf. Camille l'avait aperçu et venait droit à lui, sans trop de hâte, dans un de ces moments de trouble presque hilar que couvrent les heures dramatiques. Il pensa confusément. Peut-être qu'elle vient déjeuner. Soigneusement et légèrement maquillée, armée de cils noirs, de belles lèvres d'écloses, de dents brillantes, elle parut pourtant perdre son assurance lorsqu'Alain avança à sa rencontre, car il approchait sans se détacher de son atmosphère protectrice, foulait le gazon natal sous la complicité fastueuse des arbres, et Camille le contemplait avec des yeux de pauvre.
Excuse-moi, j'ai l'air d'un collégien en crise de croissance. Nous n'avions pas pris rendez-vous pour ce matin? Non, je t'ai apporté ta grosse valise pleine. Mais il ne fallait pas, se récria-t-il. J'aurais fait prendre aujourd'hui par Émile. Parlons-en d'Émile. J'ai voulu lui passer ta valise, mais ce vieil idiot s'est sauvé comme si j'avais la peste. La valise est par terre, près de la grille. En rougissant d'humiliation, elle se mordit l'intérieur de la joue. Ça débute bien, se dit Alain. Je suis désolé. Tu sais comment il est, Émile. Écoute, décida-t-il. Allons donc dans le rond de fusain. Nous serons plus tranquilles que dans la maison. Il se repentit tout de suite de son choix, car le rond de fusain, petite architecture d'arbres taillés autour d'une clairière meublée d'osiers, avait caché autrefois leurs baisers clandestins. Attends que j'enlève les brindilles. Il ne faut pas abîmer ce joli costume, que je ne connais pas. Il est neuf, dit Camille, avec un accent de tristesse profonde. Comme elle eût dit, il est mort. Elle s'assit de biais en regardant autour d'elle deux arcades arrondies, l'une en face de l'autre, perçaient la rotonde de verdure. Alain se souvint d'une confidence de Camille. Tu n'as pas idée comme il a pu m'intimider, ton beau jardin. J'y venais comme la petite fille du village qui vient jouer avec le fils des châtelains dans le parc. Et pourtant, d'un mot, elle avait tout gâté. Le dernier mot, ce pourtant, qui évoquait la prospérité des essoreuses, Malmère, comparé à la maison Empara déclinante. Il remarqua que Camille restait gantée. Ça, c'est une précaution qui se retourne contre elle. Sans ces gants, je n'aurais peut-être pas pensé à ses mains, à ce qu'elles ont commis. Ah, voilà donc enfin un peu de colère, se dit-il, en écoutant le battement de son cœur. J'y ai mis le temps. Alors, dit Camille d'un ton morne, alors, qu'est-ce que tu fais? Peut-être que tu n'as pas encore réfléchi. Si, dit Alain. Ah? Oui, je ne peux pas revenir. Je comprends bien qu'il n'est pas question aujourd'hui. Je ne veux pas revenir. Du tout? Jamais? Il haussa les épaules. Qu'est-ce que ça veut dire jamais? Je ne veux pas revenir, pas maintenant. Je ne veux pas. Et les pieds, tâchant de discerner le faux du vrai, l'irritation voulue du frémissement authentique, et lui rendait suspicion pour suspicion. Elle est petite ce matin. Elle fait un peu jolie midinette. Elle est perdue dans tout ce verre. Nous avons déjà échangé pas mal de paroles inutiles. Au loin, par une des issues arrondies, Camille apercevait sur une des façades de la maison la trace des travaux. Une fenêtre neuve, des persiennes peintes de frais. Bravement, elle se jeta au-devant du risque. Et si je n'avais rien dit hier, suggéra-t-elle brusquement, si tu n'avais rien su. Belle idée de femme, ricana-t-il, elle te fait honneur. Oh, dit Camille en secouant la tête, honneur, honneur. Ce ne serait pas la première fois que le bonheur d'un couple dépendrait de quelque chose d'inavouable ou d'inavoué. Mais j'ai l'idée qu'en cachant cette histoire, je n'aurais fait que reculer pour mieux sauter. Je ne te sentais pas, comment dire. Elle cherchait le mot et le mimait en nouant ses mains l'une à l'autre. Elle a tort de mettre ses mains en évidence, pensa Alain vindicatif. Ses mains qui ont exécuté quelqu'un. Enfin, tu es si peu de mon parti, dit Camille, n'est-ce pas? Frappé, il convint mentalement qu'elle ne se trompait pas. Il se taisait, et Camille insista plaintivement, d'une voix qu'il connaissait bien. Dis, méchant, dis. Mais bon Dieu, éclata-t-il, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce qui peut m'intéresser à toi, c'est de savoir si tu regrettes ce que tu as fait, si tu ne peux pas ne pas y penser, si tu es malade d'y penser. Le remords, quoi, le remords, ça existe le remords. Il se leva, emporté, fit le tour du rond de fusain en essuyant son front sur sa manche. Ah, dit Camille d'un air contrit et apprêté, naturellement, voyons, j'aurais 1000 fois mieux aimé ne pas le faire. Il a fallu que je perde la tête. Tu mens, cria-t-il en étouffant sa voix. Tu ne regrettes que d'avoir raté ton coup. Il n'y a qu'à t'entendre, qu'à te voir, avec ton petit chapeau de côté, tes gants, ton tailleur neuf, tout ce que tu as combiné pour me séduire. Si c'était vrai, ton regret, je le verrais sur ta figure, je le sentirais. Il criait bas, d'une voix râpeuse,
et n'était plus tout à fait maître de sa colère qui l'avait encouragé. L'étoffe usée de son pyjama creva au coude, et il arracha presque toute sa manche, qu'il jeta sur un buisson. Camille n'eut d'abord d'yeux que pour le bras nu, singulièrement blanc sur le bloc sombre des fusains et qui gesticulait. Il mit les mains sur ses yeux, se força à parler plus bas. Une petite créature sans reproche, bleue comme les meilleurs rêves, une petite âme, fidèle, capable de mourir délicatement si ce qu'elle a choisi lui manque. Tu as tenu cela dans tes mains, au-dessus du vide, et tu as ouvert les mains, tu es un monstre. Je ne peux pas vivre avec un monstre. Il découvrit son visage moite, se rapprocha de Camille en cherchant des mots qui l'accableraient. Elle respirait court, son attention allait du bras nu au visage non moins blanc, déserté par le sang. Une bête, cria-t-elle avec indignation. Tu me sacrifies à une bête, je suis ta femme tout de même. Tu me laisses pour une bête. Une bête, oui, une bête. Calmé en apparence, il se déroba derrière un sourire mystérieux et renseigné. Je veux bien admettre que ça est une bête. Si elle en est vraiment une, qu'y a-t-il de supérieur à cette bête? Et comment le ferais-je comprendre à Camille? Elle me fait rire, cette petite criminelle toute nette, toute indignée et vertueuse, qui prétend savoir ce que c'est qu'une bête. Il ne railla pas plus loin, rappelé par la voix de Camille. C'est toi le monstre. Pardon? Oui, c'est toi. Malheureusement, je ne sais pas bien expliquer pourquoi, mais je t'assure que je ne me trompe pas. J'ai voulu, moi, supprimer ça. Ce n'est pas beau. Mais tuer ce qui gêne, ou ce qui la fait souffrir est la première idée qui vient à une femme, surtout à une femme jalouse. C'est normal. Ce qui est rare, ce qui est monstrueux, c'est toi, c'est... Elle peinait à vouloir se faire comprendre et désigner en même temps sur Alain les signes accidentels qui imposaient leur sens un peu délirant. La manche arrachée, la bouche tremblante et injurieuse, la joue où le sang ne remontait plus, la touffe insensée des blonds cheveux en tempête. Il ne protestait pas, dédaignant toute défense, et semblait perdu dans une exploration sans retour. Si j'avais tué ou voulu tuer une femme par jalousie, tu me pardonnerais probablement. Mais c'est sur la chatte que j'ai porté la main. Alors mon compte est bon. Et tu voudrais que je ne te traite pas de monstre? Ai-je dit que je le voudrais? Interrompit-il avec hauteur. Elle leva sur lui ses yeux effarés, fit un geste d'impuissance. Sombre et détaché, il suivait, chaque fois qu'elle bougeait, la jeune main exécrable et gantée. Maintenant, pour la suite des temps, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va nous arriver, Alain? Il faillit gémir, débordant d'intolérance, et lui crier. On se sépare, on se tait, on dort, on respire l'un sans l'autre. Je me retire loin, très loin, sous ce cerisier par exemple, sous les ailes de cette pie blanche et noire, ou dans la queue de paon du jet d'arrosage, ou bien dans ma chambre froide, sous la protection d'un petit dollar d'or, une poignée de reliques et d'une chatte des Chartreux. Il se maîtrisa et mentit posément. Mais rien pour l'instant. Il est trop tôt pour prendre une détermination. Nous verrons plus tard. Ce dernier effort de modération et de sociabilité l'épuisa. Il trébucha dès les premiers pas, quand il se leva pour accompagner Camille, qui acceptait cette vague conciliation avec un espoir affamé. C'est ça, oui, c'est trop tôt. Un peu plus tard. Reste là. Je ne me soucie pas que tu viennes jusqu'à la grille. Avec ta manche, on croirait que nous nous sommes battus. Écoute, j'irai peut-être nager un peu à Ploumanache. C'est le frère et la belle-sœur de Patrick. Parce que rien qu'à l'idée de vivre dans ma famille en ce moment... Vas-y avec le roadster, proposa Alain. Elle rougit en remerciant trop. Je te le rendrai, tu sais, dès mon retour à Paris. Tu peux en avoir besoin. N'hésite pas à me le réclamer. D'ailleurs, je t'avertirai de mon départ et de mon retour. Déjà elle organise, déjà elle jette des fils de trame, des passerelles, déjà elle ramasse, recoud, retisse. C'est terrible. C'est cela que ma mère prise en elle. C'est peut-être très beau, en effet. Je ne me sens pas plus en mesure de la comprendre que de la récompenser. Comme elle est à l'aise dans tout ce qui m'est insoutenable. Qu'elle s'en aille maintenant, qu'elle s'en aille. Elle s'en allait, en se gardant de lui tendre la main. Mais elle osa, sous l'arcade de verdure taillée, le frôler vainement de ses seins embellis.
Seul, il s'effondra dans un fauteuil, et près de lui, sur la table d'osier, surgit prodigieusement la chatte. Une courbe de l'allée, une brèche dans le feuillage permirent à Camille de revoir à distance la chatte et Alain. Elle s'arrêta court, eut un élan comme pour retourner sur ses pas, mais elle ne balança qu'un moment et s'éloigna plus vite. Car si Saha, aux aguets, suivait humainement le départ de Camille, Alain, à demi couché, jouait, d'une pomme adroite et creusée en pâte, avec les premiers marrons d'août, verts et hérissés. Fin.